Salut JF. Salut Geoffrey. Trop content de faire enfin cet épisode qu'on attend depuis un moment. Ça a été un peu difficile de s'organiser parce que tu vis pas en France. Non. Et c'est un peu tout l'objet aussi de notre discussion du jour. Trop content aussi parce que ça fait un moment qu'on bosse ensemble, Wobby et Bound, et qu'on s'adore. Donc cool de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, déjà merci pour l'invite et un plaisir de faire ça en live après tous ces petits moments ensemble. On a partagé beaucoup d'events Wobby Bound et là on se le fait en format de podcast, donc trop cool. Grave. Pour me présenter, je suis Jean-Florian, je suis recruteur chez Bound. Ça fait depuis 2021 que je suis arrivé, donc ça fait un peu plus de 4 ans là, au jour où on se parle. Ok, donc ça fait à peu près 4 ans que je suis chez Bound, parce que je suis arrivé en 2021. Là on est fin 2025, pour situer. Ouais. Avant j'étais en ESN, j'ai fait 2 ESN, de différentes tailles. Une petite, on est passé de 80 à 250 en 4 ans, et une autre, un mastodon, où on était 10 000. Donc voilà, assez gros. Et puis là maintenant, j'ai changé de base, j'étais sales, puis CAM, qui est account manager en ESN, et j'avais toujours fait du recrutement dans les ESN où je suis passé, et j'adorais ça. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a un poste chez Bound de recruteur. Je me lance, on verra comment ça se passe. T'étais utilisateur de Bound du coup avant ? Sur ma première ESN, oui, parce que la cible de Bound c'est les ESN et sur la boîte qui s'appelle EOL, parce qu'elle a fusionné, elle ne s'appelle plus comme ça, EOL Consulting. On était 80, donc c'est la taille qu'on visait aussi, et il faudra que je reformule cette phrase. Dessus. Donc, EOL, c'est une taille à l'époque de 80 personnes. Et du coup, Bound correspondait parfaitement aux besoins, étant spécialiste en ESN. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir utiliser cette solution spécialisée. Et pour le coup, moi, j'ai démarré, c'était mon premier CRM. Donc, j'ai pas connu forcément du Salesforce ou autre. J'étais baigné Bound dès le départ. Ouais. Et donc, quand je suis passé dans ma seconde ESN, où là on avait une multitude d'outils qui ne communiquaient pas entre eux, j'étais un fervent militant, vraiment. Finalement, c'est plutôt pas mal ce Bound. Ouais, franchement, c'était. Tu te dis, il y a quand même un outil clé en main où tu gères tout et tu peux communiquer avec tout le monde, parce que selon la taille de ta boîte, mais en vrai, tu vas pas communiquer tous les jours avec tes équipes tech, avec tes équipes admin. Dessus, sales, recrutement, on communique un peu plus, mais honnêtement, chacun est un peu en silo. Et tu dis oui, mais du coup, je comprends pas là, qu'est-ce qui est pas bon dans ce que j'ai écrit, etc. Il dit oui, mais dans l'outil, il faut faire ça, telle façon, etc. Il dit oui, mais du coup, c'est pas logique en fait. Et le fait d'avoir un outil clé en main qui te permet de tout gérer, c'est que tu gagnes en temps. Vraiment, en productivité, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai pas forcément les stats exactes, mais j'ai l'impression que 7 ESN sur 10 en France vous utilisent, ou en tout cas celles que vous ciblez de quelques dizaines, quelques centaines de collaborateurs. En fait, t'as double cible, parce que de base, effectivement, on est sur le marché SMB, donc 100 personnes, et là on est à peu près sur 80% du marché, et après on a les bases. C'est énorme. Les comptes un peu plus grands, étoffés en termes de nombre d'utilisateurs, où là, pour le coup, si tu fais la moyenne globale, on est à 4 ESN sur 10 qui utilisent Bound. Ouais, c'est incroyable. Juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, une ESN, c'est une société de conseil, du coup, qui a des consultants, généralement informatiques, mais pas que, qu'ils placent en mission, soit chez des clients, soit chez eux, mais qui font des missions de conseil chez des clients. Donc c'est un secteur où il y a des acteurs extrêmement connus, Capgemini et autres, qui est un secteur aussi où il y a plein d'acteurs en effet plus à taille plus humaine, on va dire, qui est un secteur historique que certains peuvent qualifier de niche, mais vous en tout cas c'est la niche sur laquelle, c'est ce secteur sur lequel Bound s'est construit depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux me parler un peu du coup juste
avant de rentrer dans le détail de ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est votre culture d'entreprise, qui est hyper forte, est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire de Bound ? Ouais, Bound, effectivement, c'est 3 frérots, Anto, Tanguy et Loïc, qui en 2009 se sont posé la question de comment on peut monter une boîte à deux, parce que de base, Anthony et Tanguy ont créé l'aventure. Loïc les a rejoints quelques années plus tard, parce que c'est le cadet de la famille. C'est le petit frère. Ouais, exactement. Ouais. Salut Loïc. Salut Loïc. Du coup, ils se sont dit, on va adresser ce marché des ESN, parce que Tanguy est passé dedans, donc il connaissait bien les rouages, aussi bien côté tech que côté sales. Oui, il a fait les doubles côtés obscurs de la force. Et du coup, il s'est dit, il y a un marché à prendre par rapport à ça. On sait les adresser. Et donc, du coup, on va commencer, comme à l'époque, il faut revenir en 2009, il y a moins d'outils, mais 2009, du coup, téléphone, porte-à-porte, recommandations. Et l'idée, c'était de créer une solution qui va te permettre de gérer toute ton entreprise, parce que une ERP ou une plateforme, pas forcément très visuel, mais c'est un ensemble de modules qui va permettre de gérer aussi bien la partie CRM, la partie recrutement, la partie RH, administration, et multitude de choses comme la partie reporting également. Bref, il y a à peu près 120 modules pour qu'on se donne un ordre d'idée de combien de modules on a sur Bound. Il y en a 120, donc pas mal dessus. Et la particularité des 3 frérots, c'est que chacun habitait à différents endroits. De base, c'est 3 Dunkerquois, une famille du Nord, et Anto est resté dans le Nord. Tanguy, pour des raisons perso, affilié à Brest. Ok, pas à côté. Voilà, c'est pas à côté. Et Loïc, qui rejoindra quelques années plus tard. Alors, de base, il était à Lyon, et puis après, il est parti à Barcelone. Pas à côté non plus. Pas à côté non plus. Et donc, du coup, ils se sont dit, en fait, de manière circonstancielle, on va se dire, on va débuter en télétravail. En 2009, ou en tout cas, 2009, 2010, 2011, je sais pas quand Loïc les a rejoints. Loïc les a rejoints en 2016, de tête. Okay. Faut que je vérifie cette information. Ouais. C'est pas bien là. Non, on coupera au montage. Mais donc Tanguy et Anthony, ils commencent Brest-Lille. Donc trouver un bureau entre les deux, non. Et ils se disent on est frérots, on sait comment on fonctionne. Let's go quoi. Et en fait, ils ont commencé comme ça. Et donc, ils ont attendu à peu près 5-6 années avant de commencer à embaucher, etc. Aujourd'hui, on a toujours des personnes qui sont là, parce que Mika, Julien, ça fait 10 ans qui sont chez Bound. C'est beau. C'est beau, c'est rare dans la tech, dans le SaaS. C'est clair. Du coup, ils ont été pionniers en France sur ce modèle-là. Alors, il y en a d'autres, mais assez peu. Il n'y a pas eu le côté on fait en full remote parce que c'est la hype de faire du full remote. C'est un choix dès le départ. Ils ont testé beaucoup de trucs qui n'ont pas marché, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et aujourd'hui, on est une centaine. Alors où on se parle, répartis partout en France et même un peu à l'étranger, parce qu'on a ouvert l'Espagne, où on est 4 maintenant, à Barcelone, tous pour l'instant, dessus. L'idée, c'est de continuer de se développer, alors principalement en France, en tout cas sur les recrutements, mais on commence à développer l'aspect de plus en plus sur l'international. Là, il y a l'Espagne et il y a d'autres pays à venir, mais on garde un peu de teasing. Eh ben, écoute, merci pour cette historique qui explique le fait que vous soyez full remote. T'en parles beaucoup dans tes posts, LinkedIn et autres, since 2008 ou 2009. Donc finalement, full remote par la force des choses. Bien avant toute question qu'on se posait sur le télétravail, pas le télétravail ou autre. Et moi, ce qui m'a marqué, ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît bien, qu'on travaille ensemble, que nos outils sont interconnectés. Ce qui m'a marqué, à chaque fois que je vous vois, mais surtout ce que vos clients disent de vous, c'est qu'il y a une bête de culture d'entreprise, qu'on a l'impression que vous vous connaissez tous par cœur, que vous fitez tous hyper bien, ce qui paraît
un peu contraire dans la tête d'un mec comme moi aux règles du full remote. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Compliqué pour moi d'imaginer créer du lien alors qu'on ne se voit pas, on se prend pas la main tous les jours. Voilà. Et j'ai envie qu'on plonge aujourd'hui dans comment vous avez fait ça, quelles sont les choses qui fonctionnent très bien, tu en as un peu parlé aussi, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que vous avez raté. C'est pas parce que ça fonctionne moins bien chez vous que ça fonctionnerait pas ailleurs, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous avez mis en place, quels sont un peu les rituels du quotidien, etc. Et pourquoi aussi, peut-être avant, l'enjeu, la culture d'entreprise, c'est un enjeu clé pour vous, notamment dans une phase que tu as un peu expliquée, mais d'expansion en France à l'international. On rappelle du coup que pendant très longtemps, c'était les 2 frères, puis un troisième, puis une équipe relativement réduite. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas une boîte qui a fait 10 à 80 personnes en 6 mois. Mais aujourd'hui, ça accélère. Donc, comment on fait pour maintenir cette culture d'entreprise en full remote at scale? Voilà, tout ça va m'intéresser beaucoup. Ouais, c'est un super sujet. Et pour le premier point qui est pourquoi la culture dans l'entreprise, c'est un enjeu clé, c'est tout simplement la colle. Je rappelle un chiffre, un recrutement raté ou un départ, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. Donc, ça vaut le coup aussi de se pencher un peu sur la question. Et je pense, un des autres points, outre cet aspect-là, où il faut se dire, oui, il faut mettre des actions en place, etc. C'est pas forcément via des actions qu'il se passe des choses. C'est plutôt, on a une entreprise qui est fondée par 3 frères aujourd'hui, qui a été ensuite rejointe par 2 autres personnes en tant que C-level, donc Thomas en tant que nouveau CEO et Linda en tant que CFO. Et en fait, c'est les valeurs que eux transmettent. C'est-à-dire que il n'y a pas de discours ou de faux semblants quand tu échanges avec Tanguy, Anto, Loïc. C'est des personnes, ils sont comme ils sont, et ils sont nature, que ce soit sur le côté pro ou perso. Et je pense que quand tu arrives dans une dynamique comme ça, et dans une entreprise, tu te dis, en fait, je dois pas jouer un rôle. Les gens ont l'air vrais. Alors, en recrutement, on me dit beaucoup, ouais, ça a l'air trop beau pour être vrai votre truc. Faut être dedans. Je ne vais pas te le survendre, etc. Faut être dedans, tu comprendras la chose. Et je pense que ces valeurs-là, le fait qu'elles soient transmises dès le début et directement par les fondateurs, c'est quelque chose quand tu arrives dans une entreprise où ça te met en confiance. Et c'est pas toujours le cas. Quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu dois dire ok, je suis plutôt en phase d'observation, je sais pas trop si je peux me lâcher, etc. Et en fait, le fait d'arriver, de se dire ouais, ils ont l'air accessibles, sympas dessus, ça te met en confiance par rapport à ça. Et ces valeurs-là, comme tu le disais justement, en fait, c'est pas finalement que Anthony, Tanguy et Loïc. Il y a une phase de croissance, mais qui s'est fait step by step. Ils sont restés longtemps tous les deux, Loïc est arrivé, ensuite il y a eu plusieurs embauches de personnes, ils sont restés 5 longtemps, puis 7, puis 8, ils ont stagné à un moment à une 15-20 de personnes, et finalement c'est en 2021 où en fait Boon ça marchait énormément, il y avait même un contexte de croissance énorme par rapport à la taille de l'équipe, et du coup c'est là où on a commencé à embaucher beaucoup de personnes, mais en fait ces 30 premières personnes qui sont arrivées chez Boon, elles ont été inculquées, tu vois, ces valeurs-là, et du coup, elles sont les premières à les transmettre. Donc c'est cet effet de transmission qui fait que quand tu arrives, ok, il y a les 3 frérots, maintenant Thomas et Linda, mais aussi tous les anciens, les 30 premiers, qui diffusent ces valeurs-là, et du coup, tu te sens dans un environnement un peu serein, où tu te dis, en fait, c'est vrai, c'est pas que des choses qu'on voit ou marque employeur. Mais c'est pas des posts LinkedIn. Ouais. Et juste du coup, toi, t'es un peu le garant de cette culture et t'es surtout la personne qui tient les portes du paradis parce que t'es en première ligne. Je suis en première ligne, ouais. En tant que responsable du recrutement.
tu vois tout le monde passer en premier front. Comment tu fais pour t'assurer que ces personnes-là vont matcher avec la culture d'entreprise ? Alors maintenant on est deux, j'ai Chloé avec moi dans la team recrutement, donc on est deux envoyés au front dessus, mais c'est un super, enfin je trouve que c'est un super métier, et quand tu sais que tu es dans un environnement sain, ce que je dis souvent, j'ai même pas besoin de vendre Boon, c'est plus vu qu'on est sur une niche et que quand tu es tech, peut-être que tu connais un peu moins parce que à l'époque, on n'a pas de levée de fonds, etc. On fait de l'artisanal sur de la culture d'entreprise, sur de la marque employeur, etc. C'est là où tu essaies de faire comprendre que, ok, on est pionnier full remote, il y a une culture sympa et surtout, il y a plein d'enjeux, plein de choses qu'on a envie de faire pour que justement on soit de plus en plus connu et de plus en plus qu'on grandisse un peu plus, quoi. Et par rapport à ça, quand tu portes ce message, c'est beaucoup plus simple d'accueillir les gens. Et donc les personnes qu'on a dessus, quand on leur fait passer un entretien, alors je parle plus d'échange, parce qu'un entretien ça fait très fermé. Je te pose des questions, Et c'est plus, interrogatoire. Ouais, c'est un interrogatoire. Alors vous avez fait votre dictée ce matin ? Non, on veut pas. Mais c'est plus un échange, et les cultures elles sont définies au préalable. On a mis des mots dessus, et ça, quand on dit on, c'est tous les Boonders. Et qu'est-ce qui est important pour nous par rapport à ça ? Et donc il y a ce côté confiance, il y a ce côté bienveillance, mais la vraie, pas celle marketée dessus. Il y a l'autonomie, parce que en 100% télétravail, il faut quand même que tu sois à l'aise avec le fait d'être autonomie, parce que tu peux pas taper à la porte du collègue, il est pas physiquement à côté de toi, ou c'est assez rare pour que ça se passe. Et il y a ce souci de transparence. Transparence sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur la partie comment on se développe, parce que tous les mois, tu vois, on a ce qu'on appelle un des rituels, c'est ce qu'on appelle la All Boonders. En fait, tous les premiers vendredis de chaque mois, on parle un peu de ce qui s'est passé sur le mois écoulé, et c'est une multitude de sujets, parce que tu vas avoir des sujets RH, des sujets de recrutement, des sujets de cas clients, des success stories ou l'inverse, des choses qu'on a mal faites, et aussi sur la partie comment se porte la boîte, comment on voit les clients qu'on a gagnés, les clients qu'on a perdus. Du coup, c'est très transparent avec tout le monde, et ça marque. Tu vois, moi, je m'en rendais moins compte maintenant que ça fait 4 ans que je suis là-dedans, mais vu qu'on a recruté pas mal cette année des profils plutôt lead, beaucoup de retours quand on fait le bilan un peu onboarding, rapport d'étonnement, on me disent en fait c'est hyper transparent, et du coup il n'y a pas de choses cachées. Et ce côté d'avoir la transparence sur l'ensemble des sujets dessus fait que du coup on te ment pas quand on te dit c'est super, on a fait plus grosse signature de l'histoire de Boon exceptionnelle, comme là on a perdu un client et pour telle raison. Et du coup, quel que soit ton métier, là-dedans ça te donne une perspective. Peut-être que on te communiquait moins parce que selon les tailles de boîte, t'es plus ou moins transparent, etc. C'est pas une critique, mais c'est plus un fait. Et donc du coup, le fait d'être transparent sur ce sujet, les gens sont plus embarqués dedans. Et du coup, pour revenir à notre point de première question, je suis en mode tunnel là. non. Du coup, l'idée c'est, avec ces 3 valeurs-là, on va décomposer un peu les entretiens, de se dire, ok, il y a ce qu'on appelle les hard skills, mais en tant que recruteur, même si ça fait 10 ans que je recrute, je suis pas dev, donc techniquement, j'ai des connaissances, mais je vais pas pouvoir challenger quelqu'un techniquement. Par contre, je vais dans la méthode des entretiens structurés qu'on utilise chez Boon, je vais me poser avec le hiring manager, donc la personne qui embauche, sur qu'est-ce que tu attends en termes de soft skills. Et pour ça, en fait, ce qu'on appelle des incidents critiques, c'est tu vas te poser avec la personne et tu vas lui demander, ok, toi en tant que hiring manager, tu commences à avoir l'habitude, qu'est-ce qui marche dans ton équipe, qu'est-ce qui marche pas. Tu es au quotidien avec eux, tu vas forcément avoir des comportements qui sont efficaces ou inefficaces dans ton équipe.
t'as des exemples à me donner Ouais. pour bien comprendre ce que c'est ces incidents Ouais, on va partir sur un des points qui, par exemple, quand tu es au support, donc quel que soit le métier, hein, côté customer ou côté dev, la partie communication, gestion du stress et posture, parce que t'es quand même t'es pas forcément physique, mais tu es quand même en visio, doit faire en sorte que tu dois être à l'aise sur ces 3 points-là. Si par exemple j'ai une personne qui a du mal sur la gestion du stress, qui a tendance à paniquer, mais naturellement, enfin c'est ancré en elle, je te parle pas de que pro, je parle dessus, ben tu vas dire ok, mais sur le care, c'est pas bon, parce que tu es dans un environnement où le client ou la cliente il t'appelle, tu as un bug, il veut que ça soit réglé et il n'a pas de temps, donc faut avoir ce côté rassurant, pédagogue, pour expliquer, ok, quel est votre bug, on va essayer de reproduire dessus, ça marche pas, ok, si ça marche pas, ben la suite c'est on vous met en relation avec la personne avec un niveau technique peut-être un peu plus élevé, parce que c'est pas un support fonctionnel pour le coup, c'est un support qui demande un peu de technicité. Et tu vois, dans les softs, si j'ai une personne qui ne sait pas communiquer, c'est un peu plus complexe. Si je prends un autre exemple, mais plutôt hard skills, au support au niveau tech, quand tu es au support N3 chez nous, il faut savoir reprendre du code d'autres personnes. Oui. Donc c'est pas toi qui as écrit, c'est d'autres personnes. Donc chacun, même si tu essaies de mettre des règles au niveau du code de développement, chacun a sa syntaxe en quelque sorte. Du coup, il faut être à l'aise avec le fait de reprendre du dev qui n'est pas le tien et d'aller communiquer avec la personne pour dire attends, je comprends pas forcément ce que tu as voulu dire dans ton code. Ouais, je comprends. Et ça, si tu n'es pas à l'aise, c'est des cas qu'on a pu vivre, etc., et bien malheureusement, tu vas à l'échec sur ton recrutement. Pas dire que la personne elle est mauvaise, c'est juste que dans ton contexte, ça ne convient pas. Et en fait, faut dire, et c'est ok de ça. Tu peux pas malheureusement faire des pirouettes à chaque fois. En fait, faut que le plus important, c'est de se poser sur ce qu'on appelle ton brief et dans les scorecards dessus. Et cette scorecard, c'est la partie soft et la partie hard skills qui va faire que chez toi, dans ton équipe, ça marche. Et après, sur l'ensemble de la boîte, parce qu'ils ne vont pas bosser qu'à 3 ou 4, il faut qu'il y ait des valeurs fortes, mais qui sont ancrées en soi, qui soient transverses à la boîte. Donc les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça se mesure par des questions, si on peut donner des petits tips, questions ce qu'on appelle situationnelles ou comportementales. Donc je prends un exemple de question situationnelle, raconte-moi une fois où nanana, ok, qu'est-ce que tu as fait? Et derrière, ça selon ce que la personne va te dire, ça va découler de sous-questions que tu as déjà préparées en tant que recruteur pour voir si finalement la personne elle a ses valeurs ancrées ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très à l'aise dans l'entretien, donc qui anticipent pas mal de questions, etc. Mais tu n'as pas le vrai de la personne. Ces questions-là, elles vont t'aider à approfondir. C'est pas une science exacte, le recrutement. Tu sais pas comment la personne va réagir dans un nouvel environnement. Mais si on parle un peu de data, aujourd'hui, on a à peu près 96% de personnes qui valident leur PE chez Boon sur une vingtaine de recrutements par an. Mes sources d'hier soir m'ont dit que tu te trompais quasiment jamais. Donc, je connais cette source. Merci Gigi. C'est vrai, je te jure qu'il m'a dit ça hier. Je le crois. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Si je comprends bien du coup, sur toute la phase du coup amont, parce qu'encore une fois, donc 96% c'est énorme comme stade de réussite de validation de la période d'essai, c'est que toute cette partie recrutement là, toi tu l'as, c'est hyper processé. Mon CEO Thomas te dirait des fois c'est trop processé. Mais bon. Ah ouais. Ouais, mais bon, 96%. C'est vrai. Et pourtant, en plus, tu l'as processé à un stade assez tôt, encore une fois, dans la boîte et dans l'aventure, puisque c'était en 2021. Ouais. Vous étiez 15-20. Alors, moi, je suis arrivé, j'étais 31e de la boîte là-dessus. Et ouais, Anthony Tanguy et Loïc avaient recruté déjà
un peu 25 personnes, et c'est eux qui faisaient le recrutement. Sauf que quand tu es manager, parce qu'ils sont, faut dire, à 30, tu es hyper opérationnel, ils le sont encore aujourd'hui, mais je pense un peu moins qu'avant. Mais tu es manager, tu es dirigeant, et tu fais aussi le recrutement. Ça commence à faire beaucoup de casquettes. Bien sûr. Mais du coup, moi, ce qui me marque, tu vois, dans ce que j'entends là, c'est à quel point le fait de peut-être ne pas être ensemble au quotidien, le fait d'être en full remote, oblige, si on veut garder un gros niveau d'exigence et de fit, à aller peut-être plus loin que ce que les boîtes qui sont dans des bureaux comme nous font sur la partie recrutement, pour être garant, et qu'en effet, quand tu ouvres les portes du paradis, c'est que tu es quasiment sûr que ça va le faire. Et pour ensuite toute la vie dans l'entreprise, je reprends un exemple que tu citais tout à l'heure sur le fait qu'il y a une réunion mensuelle où chacun exprime, selon les départements, les sujets de manière hyper transparente, les bons sujets comme les moins bons. Ce besoin d'hyper-transparence, du coup, permet une bonne transmission des informations, qui est souvent le sujet dans les entreprises en full remote, ou dans les entreprises qui ne sont pas en full remote, qui font du télétravail, où ils se disent non mais moi, si les collabs ils viennent pas au bureau, ils vont pas entendre les bruits de couloir, et c'est les bruits de couloir qui vont faire en sorte qu'ils seront au courant de ce qui se passe dans les autres départements. Je sais pas si je suis assez clair, tu vois, mais et du coup, ce que j'entends, mais tu vas me dire si c'est le cas, c'est que une forte culture d'entreprise qui est permise en full remote passe par une certaine radicalité dans des positions, comme la transparence, pour que tout le monde soit au courant de tout, et finalement que tu te sentes pas seul chez toi, que tu sentes pas qu'il y a une information qui a été que tu as loupé ou autre. Et est-ce que tu considères que cette radicalisation, c'est peut-être un mot un peu fort. Je sais pas trop comment. Ma question, c'était un peu comment tu maintiens un gros niveau d'exigence comme ça. Comment tu pousses, finalement, quand je dis radicalisation, c'est comment tu pousses ces sujets aussi loin sur le recrutement, sur la transparence, sur la transmission d'informations, sur la culture d'entreprise aussi. Tu vas m'en parler, mais on parle beaucoup de full remote, mais vous vous réunissez aussi beaucoup et de manière assez extrême aussi, parce que des séminaires très régulièrement avec plein de monde, donc c'est assez finalement ambivalent. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ouais, sur la partie recrutement, typiquement, il faut, tu vois, ces valeurs-là, elles doivent transpirer de toi, pour le coup, et c'est hyper important de tenir compte dès le début. Tu vois, tous les recrutements où ça n'a pas marché, c'est souvent... alors, il y a des fois, c'est le côté technique, mais là, maintenant, on a quand même assez processé pour ne plus se tromper sur ce sujet. Mais sur l'aspect soft, tu vois, quand tu vois une personne qui n'était pas forcément alignée sur l'ensemble des valeurs, ça l'a pas fait. Dessus. Et c'est pas une question d'être extraverti, parce que là on parle beaucoup de communication, transparence. J'ai franchement plein de personnalités différentes chez Bund, qu'elles soient extraverties, qu'elles soient introverties. C'est juste que c'est souvent des gens qui ont par contre les valeurs dont on a parlé, et en plus souvent c'est des passionnés. Alors on a le droit de ne pas être passionné de quelque chose aussi, mais un pattern que je retrouve, c'est le côté passion, parce qu'effectivement peut-être le côté 100% télétravail, vu que tu es focus et que tu es la plupart en home office ou un peu en coworking, tu as besoin de sortir et d'externaliser. Et du coup, souvent, tu prends de passion pour tel ou tel sujet dessus. L'autre question, je ne l'ai plus. C'était comment tu maintiens ce niveau d'exigence et ce niveau... dans cette culture full remote. Dans cette culture-là. Dans la culture, ce qui est important, c'est qu'on a tendance à faire pas mal de partage. Donc nous, on utilise Slack aujourd'hui, et on a des parties qui sont liées au pro et liées au perso dans le Slack. Donc on a pas mal de canaux. Le canot cuisine, par exemple. Okay. Il y a
le canot sportif, tu vois, aussi pour s'encourager. On a des canaux un peu too much, ce qu'on appelle le too much love. Et donc dans le too much love, c'est des clients qui vont partager des retours positifs sur l'accompagnement, par exemple, du customer success. Ça peut être également sur l'accompagnement d'une migration qu'on a fait parce qu'ils sont passés de l'outil à l'autre. Enfin, plein de love que les clients partagent dessus. Et les différents canaux. Voilà, il y en a que je ne citerai pas. Et t'as pas des centaines de messages Slack du coup tous les jours. C'est ça qui. Il y en a un peu trop. Ouais, c'est ça qui peut être compliqué. Après, à force, tu te régules aussi. C'est-à-dire que tu vas te mettre vraiment dans les canaux qui te parlent et qui t'intéressent dessus. Mais oui, au bout d'un moment, tu te retrouves avec une multitude de canaux qui font que tu pourrais passer ta journée sur Slack, quoi, en fait, à regarder, etc. Il faut quand même que tu fasses tes activités quoi, de temps à autre. Et donc, du coup, tu filtres en quelque sorte dessus pour justement avoir ça. Non, mais je prends le tips quand même d'avoir des canaux un peu plus perso pour pouvoir partager des choses qui, en effet, quand tu es dans un contexte bureau, le cuisine ou le sport, nous on partage des bureaux avec une boîte qui s'appelle Club Employé. Le mardi, c'est mardi transpi. Et du coup, tous les mardis midi, tout le monde va courir, etc. Donc, en effet, on le partage pas sur Slack ou autre, mais c'est un moment où chacun se réunit et c'est un moment hyper cool. Et donc, le tips que je retiens pour demain, si on veut passer au bien en full remote, ça serait de garder ces rituels-là pour même chacun chez soi, mais du coup de le partager quand même et de trouver un autre moyen de le partager que juste après quand on déjeune ensemble et qu'on parle du run qu'on vient de faire par Slack, cuisine ou autre. Ok. Et tu as des choses que tu peux louper parce que forcément t'es pas forcément sur tous les canaux dessus parce qu'ils t'intéressent plus ou moins. Et tous les mercredis matins, on a la Boon Radio, donc une radio interne qui te fait un peu le récap finalement de ce qui s'est passé de la semaine. Là, tu vois, c'est énorme ça. On est mercredi là, je l'ai devant les yeux. Ah ouais. Je pourrais te faire écouter après. D'accord. Mais ouais, c'est une radio où on raconte un peu ce qui s'est passé dessus et ce qui est cool parce qu'il y a beaucoup de trolls, tu vois, on aime bien rire quand même chez Boon dessus et on partage un peu tout ça et c'est hyper important d'avoir cette bonne radio là parce que finalement tous les mercredis tu sais que tu as ton petit rituel où tu passes où tu entends la radio et tu en as d'autres. C'est important d'avoir des rituels. Là on a parlé des canaux, il y a d'autres rituels qui sont importants. Tu vois, on partage le sport. Alors tu vas te dire attends, ils font du sport en visio. Oui, on est 10, 15 en visio qui tous les mardis font le mardi transmis comme toi avec Arnaud, notre prof s'appelle Joris. Passe le bonjour. On a un canal WhatsApp où on discute et on se troll pas mal aussi avec Joris. Et en fait, qui veut vient. Ça aussi, il faut que, on peut parler de tips un peu dessus, il ne faut pas que ça soit une obligation. Il faut que sur le sport, tout le monde n'a pas envie de faire son sport. Mardi, midi 15 dessus, donc ils ont peut-être d'autres choses à faire, c'est ok. Il y a beaucoup d'activités, il y a de la méditation, il y a du yoga, il y a le sport, on fait du fitness ensemble, il y a un goûter, qui veut vient, c'est pas une obligation du tout. Et donc du coup, ça c'est organisé par Boon, par vous, ou organisé par des personnes qui prennent le lead sur un sujet parce que je suis fan de yoga, donc je vais organiser ça. Exactement. En fait, tous les rituels, il y a quasiment très peu de rituels, je suis en train de réfléchir, mais qui viennent de la part de l'équipe RH recrutement. Tout vient de l'ensemble des Boonders, qu'ils soient techniques, pas techniques. J'ai une idée. Ok, on propose, on teste, on voit si ça marche, si ça prend, let's go, et ça devient un rituel. C'est pour ça que ça prend, je pense, parce que le nombre de boîtes qui ont essayé de mettre en place c'était l'activité de mon ancien associé Romain, sport, bien-être en entreprise, yoga, etc. Alors c'est une démarche louable, mais en effet, quand ça vient des collaborateurs ou qu'il y a quelqu'un qui porte le truc parce que c'est sa passion ou autre, ça fonctionne généralement beaucoup mieux. Ouais, et puis tu pivotes. Tu vois, par exemple, avant, on avait
quand on était une trentaine, il y avait ce qu'on appelle le Boon Café. Et ce café, tu prenais un Boonders un peu au hasard et tu allais faire un café parce que tu n'es pas tout le temps avec toutes les équipes. Donc, c'est cool d'avoir un petit moment d'échange informel. Et en fait, à un moment, on s'en servait pour accueillir les nouveaux. En fait, le problème, c'est que tu peux plus faire de café one-one, etc. Et j'ai une de mes PO qui a proposé, ok, toutes les semaines, pour ceux qui le veulent, on va se faire un café et vous choisissez l'horaire, en fait, que vous voulez. Tu vois, c'est un rituel qui a évolué aussi avec le temps. Ce qui marche à 30, 50, à 80 ou 100, ça peut ne pas marcher. Et ce qui est cool, c'est que, ok, on va essayer de brainstormer un peu dessus pour trouver une nouvelle idée. Et du coup, elle a mis ça en place. Ouais. Et toutes les semaines, tu vois, si je prends les chiffres, je regarde, c'est un système de levée à la main et d'émoticônes là pour le coup, parce que sinon on ne nous voit pas. Et je vais dire, ok, je suis dispo pour faire un café avec une personne au hasard cette semaine dessus. Et je trouve que c'est cool de pouvoir avoir un rituel qui a évolué, qui a marché, qui n'a plus marché et qui remarche derrière. Et en plus, là où on a instauré, c'est que ça fait une autre évolution. C'est-à-dire qu'avant, du coup, on s'en servait pour accueillir le Boonders et tu avais plus ou moins de personnes qui venaient. Là, en fait, on s'est dit, quand il y a un nouveau ou une nouvelle Boonder qui arrive dans la team, le premier jeudi, tout le monde vient. Donc c'est comme ce que je te disais, tu sais, la All Boonders où tous les Boonders se réunissent. Là, c'est pareil. Tous les jeudis, à 9h jusqu'à 9h30, on se réunit tous et on découvre le ou la nouvelle Boonders ou les nouveaux Boonders. On aime bien faire arriver plusieurs personnes en même temps. C'est plus sympa d'avoir le compagnon j'arrive plus à parler. Promo. Ouais, le compagnon de promo, qui vient avec toi. T'as ton binôme qui est associé, c'est cool. Et dans un autre rituel qui est un peu pareil, qui forge la culture d'entreprise, c'est que Thomas qui est côté RH, on l'appelle Panda en interne, on trouve assez souvent son nom, avait mis en place le système de parrainage et marrainage, donc le buddy. Et c'est un peu ton référent, parce que tu arrives dans une nouvelle boîte, 100 personnes, les gens se connaissent de mieux en mieux, surtout quand on a assez peu de turnover, on a cette chance-là. Du coup, c'est un peu impressionnant d'arriver, tu dis waouh, tout le monde se connaît, je suis un peu le nouveau dessus. Le fait d'avoir ton parrain ou ta marraine, c'est un côté où j'ai mon moment un peu de décompression, je peux aller lui parler parce que là, j'ai eu beaucoup de monde, etc. Et donc, du coup, tu vois, les blagues que tu saisis pas forcément parce que t'as pas les private jokes, parce que tu viens d'arriver, etc. T'es content d'avoir ton parrain ou ta marraine qui vient te dire attends, je t'explique. Oui, tu peux poser toutes les questions que tu poserais pas forcément à ton manager ou si t'as personne qui est assigné, tu te dis qui je vais aller embêter avec mes questions. Et dans nos différentes conversations, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que là, tu vois, on parle des rituels, des choses assez légères, tout est beau, tout est rose, mais tu m'avais dit il y a quelques mois, attention, full remote ne veut pas dire travailler partout dans le monde et aller travailler en Asie, etc. Et il y a des règles assez strictes quand même à respecter pour que ça fonctionne. Est-ce que tu peux m'en reparler un peu plus et en parler avec le reste? Parce que je te parle de ça parce que souvent quand on parle de full remote et quand les boîtes prennent la parole dessus, c'est regardez, venez chez nous, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et beaucoup de salariés pensent très bien, je vais aller chez Boon, comme ça mon rêve de me faire mes 3 mois en Thaïlande, je vais pouvoir aller les faire. Ça, c'est possible je te si confirme je viens chez vous? Non, je te confirme que c'est pas possible. Mais bon, un jour j'enlève ma peut-être, candidature du coup. Il y a pas mal de cadres. Comme je disais, on a testé beaucoup de choses. Surtout Tanguy, Anthony et Loïc. J'étais pas arrivé encore dans les teams. Le cadre, c'est avoir des horaires communs. Les horaires communs où tu bosses ensemble. Parce que si tu commences à dire ok, mais moi je veux commencer à 7h du matin ou moi je veux bosser de 19h à 23h dessus, tu commences à rentrer dans un système où c'est à la carte, où pourquoi lui il aurait le droit et pas moi, et du coup tu as un certain nombre de choses que tu peux pas aligner au niveau des équipes. Il y a un gros principe d'équité chez Boon dessus qui est
faut que tout le monde ait la même possibilité, la même chance. Donc, ça passe chez nous par plusieurs points. On a des horaires où on bosse tous ensemble dessus. Donc, c'est des horaires classiques, bureau, 9 midi, 14-18, pardon. Avec une nouveauté qu'on a ajoutée depuis nos dernières discussions, parce que c'est un sujet et qu'on fait attention à ça aussi, c'est de rajouter de la flexibilité. Et qu'est-ce que ça veut dire rajouter de la flexibilité ? On a beaucoup de parents aussi chez Bound, et donc du coup des fois aller chercher son enfant à 18h, ça peut être galère parce que le temps que tu sortes de chez toi, etc. dessus, c'est compliqué. Et du coup cette demi-heure de flexibilité qu'on a ajoutée permet tu vois, aussi aux parents de pouvoir dire ok, je vais pouvoir aller chercher mes enfants plus tôt. Donc il y a le côté parent, mais pas que. Enfin, tu vois, moi, je fais pas mal de sport. Il y a un soir où tu dis là j'ai un match prévu un peu plus tôt. Ok, je vais pouvoir finir un peu plus tôt dessus, parce que décaler un peu ta journée. Exactement. À partir du moment où tu as ce cadre-là où tout le monde est accessible sur les mêmes horaires, tu n'as pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours avant qu'une personne te réponde. On a ce côté où, honnêtement, j'envoie un Slack, j'ai une réponse dans l'heure. Alors, je te dis pas, faut absolument répondre dans l'heure dessus, mais c'est plus dans le sens où je sais que la personne, je suis sur les mêmes créneaux qu'elle, donc normalement on devrait avoir une réponse assez dans les temps. Tu peux pas aller toquer à la porte et déranger, ouvrir la porte et lui dire excuse-moi, tu peux m'aider, j'ai ce point-là. Non, peut-être qu'elle fait autre chose dessus. Là, le côté bureau, c'est intempestif de se dire tu ouvres la porte et tu déranges la personne. Quand tu sais qu'il faut un certain nombre de temps avant de se reconcentrer sur ta tâche dessus, là, tu sais que tu peux un peu filtrer aussi. Et si c'est urgent, t'appelles. Et t'appelles sur le téléphone de la personne. On a tous les numéros de chacun dessus. Quand c'est appel, tu sais que là, il y a un sujet. Voilà. Moi, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, on met souvent le caractère urgent dans le sens mauvais, mais il y a aussi des bonnes nouvelles, il faut le dire aussi. Et donc, du coup, tu prends ce téléphone parce que là, tu vois qu'on t'appelle et que peut-être que tu n'étais pas sur ton Slack et qu'on te demande ta présence pour ça. Donc, le fait d'avoir un cadre horaire défini où tu sais que les personnes bossent sur le même créneau, ça va permettre d'avoir une meilleure communication et surtout une meilleure rapidité d'exécution, de se dire là je suis bloqué, on va t'aider. Sauf que ce qui est cool dans ce format, c'est que si toi t'es pas dispo, tu vois, je prends la casquette recruteur ou même sales par exemple, t'es en call, t'es en démo, t'es en entretien, etc. Tu peux pas répondre à la personne, il te dit que c'est urgent. Je vais prévenir le candidat, dire attends, j'ai un point urgent dessus, et je vais répondre à la personne en disant contacte telle ou telle personne dans la boîte. Je ne suis pas le seul à avoir l'information, donc normalement elle pourra t'aider et peut-être qu'elle sera plus dispo que moi. Et là, le fait de pouvoir faire ça, c'est quand même cool de se dire je peux compter sur plusieurs personnes dessus parce qu'on travaille ensemble sur les mêmes horaires. C'est un des premiers points. Ouais, donc juste pour résumer ça, en fait, full remote ne veut pas dire digital nomade. Exactement. Et c'est important de le rappeler. Et c'est un point qu'on évoque, tu vois, à chaque entretien, parce que tu as beaucoup de monde qui confondent cette notion-là. J'allais te poser la question, t'en as beaucoup dans les candidatures que tu reçois ? Ouais, franchement, j'en ai quand même pas mal, et on fait le point. Nous, on sait pas faire. Il y a peut-être d'autres boîtes qui savent très bien le faire, mais nous, on sait pas, on n'a pas le hack, on n'a pas la chose pour bien le maîtriser. On grandit, on apprend aussi sur ce sujet-là, parce que tu vois, maintenant on est en Espagne, demain on va aller dans d'autres pays, donc il faut faire aussi grandir tes process qui, comme je disais tout à l'heure, ça marchait peut-être à 30, 50, 80. Mais en fait, tu es obligé de les faire aussi évoluer avec le temps. Mais non, tu peux pas aller travailler à l'autre bout de la planète avec un décalage horaire de 8 heures dessus. On sait pas faire. Oui, parce qu'en plus aujourd'hui votre marché il est très français, un peu international récemment, mais très français. Je pense à un deal par exemple qui est plusieurs milliers de collaborateurs, mais qui s'est toujours construit en full remote, mais tout de suite très international, donc c'est complètement différent. Là, en effet, il faut répondre à des urgences du quotidien
des clients, des bugs, des partenaires. Donc, besoin d'être tous sur le même fuseau horaire. Ok. Ouais, c'est ce côté-là, tu vois, être sur le même fuseau horaire et voilà, se donner cette dispo-là, même si aujourd'hui on essaie d'ajouter de plus en plus de flexibilité parce que oui, tu vois, tu peux avoir un rendez-vous médical à 15h. Bon, l'idée, c'est pas de poser son après-midi, en fait. C'est pas du tout l'idée. En fait, non, tu vas faire ton rendez-vous, tu préviens au préalable ton manager, parce que s'il a besoin de toi sur une urgence et que t'es pas dispo, faut pas qu'il s'inquiète. Tu vois, c'est déjà arrivé, t'as une personne qui répond pas, t'es content d'avoir des numéros d'urgence. Pour appeler pour savoir si tout va bien. Il y a eu des cas où oui, c'est juste que la personne était dans sa tâche, elle était focus, et puis il y a eu des cas où t'es content d'avoir le numéro d'urgence, tu vois, par rapport à ça. Donc on en revient aussi au sujet de la full transparence. Exactement. Et de pouvoir se dire les choses correctement, parce que je pense que dans n'importe quelle boîte qui pratique du télétravail aujourd'hui, quelqu'un qui va chez le médecin à 15h ne le dit pas forcément. Tu vois ? Non, je pense c'est pas bien de cacher. Enfin, c'est pas bien de cacher. Ouais, alors que c'est beaucoup plus sain si tu dis je serai pas dispo de 15 à 16, je prends pas mon après-midi, je rattraperai, mais voilà. Et vous, comme c'est ancré dans l'organisation full remote, au moins c'est beaucoup plus naturel et sain. Ouais, et tu vois, ça te permet de, tu vois, même dans tes déplacements, quand moi j'ai tendance à bouger pas mal, quand je vais à Toulouse, quand je vais à Paris, je préviens toujours les personnes de dire ok, là je suis sur Toulouse, je suis sur Paris. Il y a aussi une logique, tu vois, d'assurance. Ok, c'est pas encore arrivé depuis que je suis chez vous, mais t'as un accident. T'es en déplacement, techniquement t'es censé être chez toi. Si t'as pas prévenu que tu dois aller voir le médecin, tu dois aller faire ci, faire ça parce que X, Y, Z, malheureusement, tu vois, on va sur des trucs relous. Tu vois, et personne n'a envie de ça. Du coup, t'as prévenu que ce matin t'étais chez nous et que exactement. tu pouvais pas. C'est marqué dans mon agenda. Et que t'as mis le mode avion pour pas que ça sonne. J'ai pas mis. J'ai oublié de dire, pardon, je suis en mode avion pendant 2 heures. Mais non, par contre, tu vois, ce qui est un autre point, c'est que dans les agendas, tout le monde a accès aux agendas de tout le monde. Ouais. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, 100 personnes, t'as juste à taper le nom de la personne et son agenda est dispo pour dire ok, je peux potentiellement lui prendre un créneau sur ça, ou en fait il est pas dispo, du coup ça chez nous c'est pareil. Je sais pas comment font les boîtes sans ça, parce que quand tu veux organiser des points avec des clients ou autres, c'est essentiel. Ok. On a beaucoup parlé des choses qui se passent bien. Est-ce que tu as des exemples, et t'en as parlé en intro, de gros loupés? Ouais, oui, on a eu des gros loupés, mais ça revient sur des gros loupés, non, c'est excessif là. Mais on a eu quelques loupés, effectivement, où en fait on s'est dit, sur des recrutements, on s'est dit, pourquoi pas. Dessus, il y a le côté hard skills qui correspondait très bien. Et sur les soft, par rapport aux valeurs qu'on a, on s'est dit, ça a l'air d'aller, mais... Petit doute. Ouais. Et enfin, outre que le doute, il y a un questionnement sur est-ce que la personne va se retrouver dans les valeurs. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais des séminaires. Les séminaires aussi, c'est le moment où on se voit en vrai. Parce que souvent, on dit... Souvent, on se dit que le télétravail, c'est chacun chez toi et tu ne te vois pas. Alors, c'est totalement faux. Si on parle des séminaires chez Bund, tu en as 3 dans l'année avec tous les Bunders. Tu en as un avec ton équipe en plus, donc tu as un 4e. Donc, côté recrutement RH, on fait un 4e séminaire. Et ensuite, si tu as un peu de mobilité, donc tu peux voyager. C'est typiquement mon cas. Tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé dimanche à Paris. Je passe la semaine à Paris et j'étais en formation lundi avec Chloé qui est avec moi côté recrutement. Et le mardi, on s'est fait cowork avec l'équipe parisienne. Et ça ne veut pas dire que tu ne te vois pas. Bien au contraire, c'est cool. Partager un peu un moment ensemble. On s'est fait un comedy club dessus. On s'est mis bien sûr sur le premier rang pour se faire allumer. Hein. Pas mal. C'était très drôle dessus. Marrant. Mais ouais, en fait, cette partie-là aussi, ça permet quand on se voit en vrai de se dire, finalement, est-ce que c'est pas mes biais cognitifs qui me disaient
j'ai un doute ou une interrogation, ou des fois ça s'est avéré vrai, ça n'a pas marché. Et en fait, le fait de se voir en vrai, tu te rends compte que les questionnements que tu avais aussi s'avèrent vrais. Et donc, du coup, t'en parles avec la personne, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, etc. Et tu essaies de voir si tu peux faire évoluer, tu vois, non pas la personne, parce qu'on est comme on est, mais plutôt de se dire, ok, est-ce qu'on peut trouver quelque chose où la personne, elle arrivera à se mettre dedans dans cette ambiance. Et si malheureusement c'est pas le cas, tu t'arrêtes. C'est ok aussi de s'arrêter, parce que on est sur une autre planète, quoi. Tu vois, Boone, c'est un vrai univers. Ouais. Ça correspond à des personnes, ça ne correspond pas à d'autres, et c'est ok. J'allais te poser justement la question après, ça fait une bonne transition sur comment gérer dans ce cadre-là les moments un peu critiques, les départs, quand il y a, je sais pas, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais quelques frictions entre collabs, les situations qu'on n'aime déjà pas gérer quand on est avec les gens, mais là vous n'avez pas la possibilité de dire attends, viens, on sort, on va discuter un peu. Comment on gère ces moments-là? Ouais, c'est une bonne question, parce qu'on se dit comment on se... Parce que je prends ma voiture, je fais 3 heures de route. Alors moi j'habite à Toulouse et je dois aller à Paris. Nickel, ça va être un peu long. Ouais, un peu. Non, en fait, déjà il y a beaucoup de communication. Tu vois, par exemple, oui, ça arrive, on n'est pas dans le pays du monde des bisounours. Bien sûr qu'il peut y avoir des tensions entre collègues, entre managers et une personne de son équipe. Mais le plus important, c'est d'être au courant. Faut pas qu'il y ait tu peux pas le laisser en full remote, ça c'est interdit. Tu peux pas laisser un sujet pourrir, un sujet de tension, je parle, par rapport à ça. Et donc tu vas aller communiquer. Donc ce qui est cool, c'est que tu as une équipe qui est côté RH, recrutement, pour discuter de ça. Tu as pas mal de managers aussi, parce que si tu as une brouille avec ton manager, tu vas dire c'est peut-être un peu compliqué d'aller voir ton manager et tu vois, de t'exprimer plus facilement. Donc du coup, tu es content d'avoir une équipe RH pour laquelle tu peux discuter. Et pas que, des fois, tu peux aussi discuter naturellement avec ton parrain ou ta marraine, tu vois, on en revient sur ça, de se dire, ouais, il s'est passé quelque chose comme ça, comment tu vas le gérer, ou tout simplement tes amis que tu t'es fait chez Boone, etc. Parce que à force des années, tu te fais des vrais amis. Même à distance. Même à distance. Et je pense même, je trouve que même c'est sur cette partie-là, si on fait une petite aparté, tu te fais des vraies amitiés parce que tu te concentres plus sur la personne. Quand tu es au bureau, tu es toujours à droite, à gauche, etc. Là, tu as un temps où tu dis, tu te fais une vraie visio, tu es que tous les deux, en fait, et tu apprends à découvrir la personne, et tu te retrouves parce que tu as une connexion avec cette personne, et qu'en fait, quand tu te vois en vrai, c'est encore plus exponentiel, parce que justement, les prémices que tu as eues en visio, finalement, c'est encore mieux, entre parenthèses, en vrai, mais tu le retrouves, quoi. Ouais, mais ça se voit quand vous faites des événements, ça se voit que vous êtes trop content de tous vous retrouver. Je pense que le fait de ne pas se voir tous les jours, t'apprécies de te retrouver quand tu te vois. C'est un vrai moment de partage, j'allais dire bonheur, mais c'est vraiment le côté là on se voit en visio, mais on est super content, quoi. Enfin, tu vas dire pareil au coworking, trop content de voir tout le monde, passer un peu de temps ensemble, manger ensemble. C'est les petits moments que tu gardes dessus. C'est hyper important de l'avoir en tête. Je ferme juste cet aparté-là pour revenir sur le sujet qu'on parlait sur comment on gère les tensions. Donc, il y a les voies de communication dont on a parlé, parce qu'il ne faut pas laisser pourrir un sujet, etc. dessus. Et le deuxième, c'est être transparent, mais aussi envers tous les boonders. Tu vois, typiquement, quand tu mets fin une PE, c'est jamais drôle, ou quand tu te sépares après la PE, par exemple, dessus. Tu as toute une phase de communication. On a eu beaucoup de loupés. Franchement, je te le dis, on s'est planté. C'est comme ça qu'on a appris. Et donc maintenant, on s'est mis un process autour de la communication, de se dire, ok, donc là, ça s'arrête. Côté RH, c'est au courant. Ton manager est au courant. La première action, c'est déjà de prévenir les gens avec qui tu travailles. Donc, il y a un point qui se monte avec les personnes de l'équipe pour annoncer le pourquoi on se sépare dessus. C'est une fin de PE. Maintenant, je ne dis
pas avant, on gérait peut-être moins bien, mais maintenant, il y a moins cet effet de surprise que tu pouvais avoir quand tu te sépares d'une personne. Parce qu'on a mis tout un système de feedback qui fait que tu vas être au courant, non pas au dernier moment que ta PE s'arrête, mais voilà, tu auras eu plusieurs actions de dire, en fait, dans ton onboarding, tu as un plan d'onboarding où tous les mois, tu as des objectifs. Et ces objectifs, généralement, vu que maintenant on est éprouvé sur le recrutement, c'est des choses que les gens ont faites. Donc, oui, c'est assez précis. C'est précis dessus. Donc, déjà, quand tu vois toutes tes fiches d'objectifs, tu sais que, ok, je dois atteindre ça, etc. dessus. Et donc, si tu les as pas atteints, c'est transparent pour toi aussi. Je pense que ça, c'est un des éléments qui est hyper important sur les phases d'onboarding maintenant dessus, c'est d'avoir, ok, au mois par mois, tu sais sur quoi tu as attendu. Et ton manager le sait, et toi, en tant que personne, tu le sais. Ce qui fait que tu n'as pas de surprise. Donc, si tu ne l'atteins pas, soit on renouvelle la PE parce qu'il y a eu X événements qui ont fait que ça ne l'a pas fait parce que tu mets plus de temps à monter en compétence sur le fonctionnel, parce que oui, une plateforme ERP avec 120 modules, tu es sur un produit complexe, tu n'es pas sur un produit simple qui s'apprend en quelques minutes. Tu vois, typiquement, on a un programme de formation qui dure 3 semaines, ça s'appelle le Boon Game. On a gamifié notre solution pour que toi, en tant que nouvel arrivant, tu apprends à utiliser la solution comme un nouveau user. Tu vois, comme si tu venais de signer chez Boon, je prends Boon pour mon ESN. Okay. Là, c'est pareil, mais sur ton métier, tu vas monter en compétence sur Boond et comment tu l'utilises au quotidien. Et finalement, le fait d'avoir cette transparence-là, on en revient sur le sujet de la transparence et de la communication, fait que c'est clair pour tout le monde. Et donc, quand tu annonces une fin de PE à la personne, il y a un côté déceptif parce que c'est jamais cool de se séparer. Et honnêtement, j'ai pas croisé beaucoup de méchants chez Boond. Tout le monde est gentil. Il n'y a pas de personnes avec qui soient malveillantes, etc. Donc, du coup, c'est toujours compliqué de se séparer de quelqu'un. Par contre, c'est toujours été transparent pour lui. Il sait pourquoi ça l'a pas fait. Et donc, je reviens sur le sujet de, une fois que tu l'as annoncé à l'équipe, il faut l'annoncer à toute la boîte. Donc, soit ça tu proposes, jamais imposé, soit c'est la personne, elle est à l'aise avec le fait de communiquer sur son départ dans notre channel où il y a tout le monde, ou la personne n'est pas à l'aise, ou tout simplement n'a pas envie, et donc du coup, c'est l'équipe RH qui va s'en occuper pour faire l'annonce-là. Et en fait, dans ce process-là, c'est assez transparent, et en plus de ça, tu sais aussi quand la personne s'en va, et donc du coup, tu as le temps de prendre un café avec elle quand elle part. Toi, je te parlais d'un de mes amis, mais qui est parti de Boond, ça a été annoncé, et tu vois, il a eu le temps de faire un café un peu avec tout le monde, parce que tu fais pas ça à l'arrache, il faut éviter de faire ce genre de choses, et même si c'est toujours un crève-cœur de se séparer de quelqu'un, tu as le temps de lui dire au revoir, parce que c'est compliqué de juste se faire un point à la fin, tu vois, et de se dire au revoir. Tu vois, oui, t'as pas le pot de départ. Non, t'as pas de pot de départ en full remote. Donc, du coup, tu le prépares un peu en amont. T'as les annonces, ton équipe, toute la boîte, et il y a généralement un peu de temps pour que justement tu puisses prendre un café, parce que tu as une connexion, tu as une affinité avec cette personne, et tu fais un départ qui justement se rapproche d'une sorte de pot de départ, même si c'est pas toujours possible. On aime bien aussi. Tu marques quand même le coup. Ouais. Tu vois, on aime bien le faire, mais c'est pas tous les jours possible. Parce que on fait pas tous les jours des séminaires, même si ça serait bien. On est bien d'accord. Petit message. Mais faut bosser message. Quand même à un moment donné. Coucou les gars. Mais on essaye, tu vois, de faire coïncider les derniers jours, tu vois, sur des personnes. Alors pas forcément sur les personnes en PE. Je te parle dessus. Si ça tombe dessus, c'est top. Mais des personnes qui sont là depuis quelques temps chez Boond, on essaie de faire coïncider la date de départ avec le séminaire. Ce qui fait que tu as un vrai départ en physique sur un séminaire qui est plutôt cool. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y en a tous les trimestres, c'est ça ? Ouais, alors exactement, c'est janvier pour démarrer la nouvelle année. On a mai-juin, selon les années, dessus pour annoncer le début de l'été, c'est plutôt pas mal. Et généralement septembre-octobre pour la rentrée.
Ok, ouais, donc 3 gros beaux événements dans l'année de plusieurs jours où vous réunissez toute la boîte. Voilà, là il y a toute la boîte. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que maintenant on a ajouté puisqu'on commence à avoir des équipes assez étoffées, on s'est ajouté un 4e séminaire plus court pour le coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais nos séminaires ils durent 3 jours, c'est du mercredi au vendredi. Et après on fait des séminaires d'équipe qui vont durer 2 jours. Et généralement on essaie de faire même coïncider ça avec un événement, tu vois, par exemple, soit si je prends les techs, tu as le Emberfest. Ember, c'est le front-end qu'on utilise. Ouais. Ok, bon, il y a ce meeting-là avec tous les gourous tech de cette partie-là. Ouais, donc ils y vont Ok, tous, on y va ça leur tous, fait un tu vois. séminaire. Exactement, et ça Et leur du coup, fait un toi, c'est séminaire. HR Tech et waouh. Ouais, exactement. En janvier, Ah, youpi, génial, hein. il fait super chaud. À Porte de J'adore. Versailles, trop bien. Mais on l'a fait l'année dernière. Mais et c'était très cool, mais il Non, fait mais un peu oui, je froid. plaisante. Ouais. Mais ouais, tu vois, il y a cet aspect-là où on se retrouve tous dessus. Donc, mais on s'est beaucoup planté. Enfin, faut tester. Je pense que Ouais, il faut tester. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on en revient toujours au même sujet, qui est celui de la full communication, full transparence, et quand même des process. il en faut. Mais on a fait beaucoup d'artisanal. Hein. C'était du fait maison dans beaucoup de cas. Et en fait, c'est là où tu apprends. Je Oui. pense il faut se planter. Il faut faire des erreurs pour trouver ton process. Parce que toi, ce que tu as mis en place, ça marche peut-être chez toi, ça marche peut-être pas Bien ailleurs. sûr. Tu vois. Mais le process, je trouve, a le mérite de ne pas, comment dire, d'éviter d'avoir trop d'inconnus pour les collaborateurs, du coup, dans une boîte où ils ne sont pas avec les gens au quotidien. C'est-à-dire que tu parlais du process de départ ou de fin de PE, où il y a des objectifs à atteindre tous les mois. Du coup, la personne sait si elle les a atteints ou non. Donc, le contrat initial est assez clair entre les deux parties. Et pour l'équipe, une communication transparente. On sait que ça peut arriver. Et voilà, c'est la vie de la boîte. C'est pas, tiens, on met fin à la période d'essai. On vous explique pas pourquoi. Non, il faut pas et faire. la personne, tu le vois juste déconnecter sur Slack et terminer, au revoir. Ouais, cette sensation, elle est terrible. On l'a vécu. Hein. Et j'imagine. C'est assez terrible au niveau du ressenti. Mais un conseil, tu vois, par rapport à ça, c'est l'onboarding, c'est la pierre angulaire. Parce que, ok, t'as vendu Bound, super boîte. Toi, en tant que recruteur, je parle dessus. T'as rencontré un manager, une autre personne de l'équipe, un C-level, etc. Tu te dis, ok, c'est pas mal sur le papier, mais en fait, les 4 premiers mois, ils sont, c'est les plus importants parce que ça te lance le tempo de ton arrivée dans l'aventure. Et le fait de faire des feedbacks réguliers de la part de ton manager, mais aussi de la part, par exemple, de l'équipe recrutement, parce qu'on gère cette partie-là. Sur l'onboarding, on se fait plusieurs points. Et il ne faut pas que ça soit toujours que du côté Bound et pas du nouvel arrivant. En fait, bien sûr. Le nouvel arrivant, par exemple, on s'est donné comme mission à la fin du 2e mois, donc au début du 3e mois, qu'il nous partage son rapport d'étonnement. C'est-à-dire que toutes les semaines, le premier jour ils arrivent, donc on les laisse arriver quand même, mais à la fin de la semaine, je vais lui dire, ok, tu as un document qui s'appelle le rapport d'étonnement avec plusieurs questions, et en fait, l'idée c'est que tu te prennes des notes sur ton ressenti, que ça soit du positif ou du négatif, et c'est pas grave si c'est du détail. En fait, c'est justement dans le détail qu'on va s'améliorer. Et en fait, maintenant ça fait 3 ans qu'on fait ça, et ce qui est cool, c'est que quand ça fait longtemps que tu es dans la boîte, je parle peut-être pour les managers, etc. dessus, on a fait beaucoup de mobilité, soit sur des postes transverses, soit aussi en termes de tu passes de développeur à senior développeur, à lead, etc. Du coup, tu te rends moins compte parce que ça fait longtemps que tu es dans la boîte. Le fait d'avoir un rapport d'étonnement qui te dit de la personne, moi j'arrive avec un œil neuf dessus, j'ai une autre expérience, j'ai fait d'autres boîtes avant, j'ai vu d'autres process. Et du coup, il y a des trucs qui m'ont interloqué, soit à la positive, soit à la négative. Et à la négative, c'est un grand mot, mais en tout cas en axe d'amélioration. Et du coup, le fait d'avoir les deux et de les étudier, parce que c'est bien beau de faire du papier, tu vois, mais le but c'est, on se fait un bilan de ces rapports d'étonnement et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que on a encore prévu de recruter,
dessus, et il y aura d'autres personnes qui vont faire ce même parcours. Et l'idée, en fait, il ne faut pas que les irritants que tu as rencontrés dans ton onboarding, finalement, tu n'as pas envie qu'une autre personne les retrouve. Donc, tu vas essayer d'améliorer step by step dessus et voir si ça marche ou pas. Il faut itérer. Mais surtout, il faut donner la parole à tous. Et ça, c'est ce qui fait que ta boîte, elle va grandir. Et ouais, c'est ce que je retiens bien de cet échange. On l'a commencé avec l'histoire de Bound, de pourquoi le full remote avec les deux, puis les trois frères à distance. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire pour conclure un petit peu tout ce qu'on a évoqué, toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'il faut éviter, c'est que finalement cette culture d'entreprise qui est hyper forte, elle est aujourd'hui plus entre les mains de l'ensemble des collaborateurs que de l'équipe dirigeante, et que chacun finalement communique, partage en effet ses passions, et c'est ce qui fait que à 100 ça fonctionne, et que demain à 200, à 300, si on continue dans cette lignée-là, ça fonctionnera aussi. Et c'est hyper important dans une culture en full remote, je trouve que c'est important que tout le monde participe. Tu vois, c'est pas que l'équipe dirigeante ou que l'équipe RH qui doit mener des actions, etc. C'est tout le monde contribue. Tu vois, là, donc on est sur une période proche de Noël. Tu vois, j'ai une personne qui s'appelle Eva, qui est QA analyste chez Bound. Elle fait le calendrier de l'Avent. Okay. Tous les jours, il y a un calendrier de l'Avent. Et voilà, tu vois, ce matin, c'était un troll, par exemple. Okay. Hier, c'était quelque chose d'un peu plus poétique, où quelqu'un exprimait quelque chose autour de l'esprit de Noël. Il y a des vidéos, il y a de tout. Et en fait, tout le monde s'implique dans la culture d'entreprise. C'est hyper important. C'est pas qu'une catégorie. C'est tout le monde participe à ça. Et en fait, on te le dit dès le début. Tu vois, un point que j'ai oublié de dire dans ton onboarding, sur ta première semaine, tu as un point avec Thomas, avec le CEO. Et en fait, il va t'expliquer où on va. Il y a Bound que tu peux retrouver qu'on t'a expliqué dans les entretiens de recrutement. On a aussi un Notion d'onboarding où tu as toutes les infos qui sont centralisées sur dans quoi je vais, c'est quoi cette boîte dessus. Et tu as Thomas qui t'indique ok, on va aussi là, demain, tu sais où tu vas. C'est là où la boîte veut aller. Tu transmets une vision. Ouais. Exactement. Et c'est tout le monde qui participe à ça. C'est vraiment important tu vois, dans les tips, c'est de se dire ok, je vais être en full remote, par quoi je commence? Écoute les équipes. Écoute les équipes, les besoins, et laisse faire les gens, laisse-les se planter. C'est pas grave, c'est ok. Merci. Est-ce que tu vois d'autres éléments à nous partager, peut-être juste avant qu'on se quitte? Écoute, c'est pas mal, hein? On a fait un tour complet, fait un bon tour là. Bon, et on s'arrêtera en tout cas là. Merci beaucoup, JF. Je suis trop content qu'on ait pu enfin passer ce moment ensemble. Moi, tu le sais, je suis un grand fan de Bound, de la solution, de vous. C'est un kiff à chaque fois de vous voir, de venir aux événements, parce que c'est vraiment pas tout ce qu'on s'est dit là du bullshit, c'est tout le monde qui le transpire en fait. C'est vraiment c'est marquant aussi auprès de vos clients. Oui. Et du coup de nos clients communs qui m'en parlent en me disant c'est quoi cette boîte de fous, ils sont tous hyper contents de se retrouver. Enfin, c'est de l'extérieur, ça donne envie. Et tu vois, moi qui évolue dans un milieu très avec des RH qui sont souvent incompris du business, il faut le dire, tout secteur confondu. Vous, j'ai l'impression que cette culture d'entreprise forte sert le business aussi, parce que des clients hyper contents qui adorent les interactions qu'ils ont avec vos équipes, que ce soit les sales et ensuite avec les Bound Coach, vous recommandent, sont là depuis des années, sont hyper fidèles. Alors oui, il faut un produit qui fonctionne évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'une grande partie de la croissance aussi est liée à cette culture d'entreprise que les clients ressentent. C'est un vrai impact pour le coup. Parce que quand tu te sens bien, je pense qu'après c'est tellement plus simple de le retranscrire à tout le monde.
client comme pas client, mais je trouve que forcément ça a un impact. Parce que quand tu sais que tu es dans un bon environnement dessus, après la vie est plus simple, quoi. C'est beaucoup plus cool. Comme je dis, c'est pas le monde des bisounours. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on fait mal, bien sûr qu'on apprend, mais on essaie de faire des trucs pas trop mal pour que tout le monde se sente bien, et tout le monde participe à ça. Du coup, quand tu as ton prospect, quand tu as ton client que tu dois onboarder dessus, on essaie de transmettre un peu ce petit bout de notre quotidien dessus, ça se ressent. Et faire en sorte que tu passes aussi un bon moment ensemble, partenaire également, et que ça je confirme. Vie, hein. Ça je confirme. Moi je milite simplement, et on terminera là-dessus, pour que les séminaires soient ouverts aux meilleurs partenaires, parce que bien envie de venir passer 3-4 jours avec vous et de faire la fête. Je crois qu'il y a un petit message, Thomas, Linda, Anto, Tanguy, Loïc, voilà, c'est qui posé. Qui a déjà été passé, mais qui est du coup maintenant répété devant tout le monde. Exactement. Bon, merci JF. Merci. À bientôt. À toutes.